La deuxième, désolé, ça marche. Ouais, je vois ton écran, Voilà. ça a l'air de venir. C'est bon. Bonjour Ouais. du coup, bienvenue dans la correction du 10e défi, donc qui portait sur un jeu de boules. Bonjour Taylor Swift. Donc on fait la correction du défi numéro 10, là on vient de commencer. Le but de ce défi donc c'était de simplement faire des boules en 2D, donc au final des cercles, des disques, en mouvement qui doivent rebondir quand elles se heurtent, ou quand elles heurtent un bord de la fenêtre. Donc on avait autorisé dans ce défi l'utilisation de certaines librairies graphiques, comme par exemple Pygame pour Python, libgdx pour Java. Et on a mis plusieurs niveaux de difficulté pour que ça convienne à tout le monde. Donc le premier niveau de difficulté qui était un rebond naïf, 180 degrés, donc un demi-tour quand une boule heurte une autre boule, et 90 degrés quand il heurte une fenêtre. Ensuite, nous avons ajouté d'autres niveaux de difficulté, cette fois avec une collision plus réaliste qui dépend de l'angle, de la vélocité, de la masse de notre boule. Généralement, la masse, on utilise le rayon pour faire ça. Ou encore un ajout de gravité vers un certain côté. Donc, l'énoncé est accompagné d'une petite vidéo exemple, simplement, donc qui a été faite avec Pygame. Donc simplement un simple jeu de boules comme ça. Donc je vais commencer par présenter mon exemple en Scala pour le défi, puis je laisserai les autres qui ont fait le défi présenter leur propre projet. Donc mon défi, mon projet pardon, en Scala donc sur le jeu de boules s'articule autour de plusieurs trucs donc que j'ai renseigné sur un Reddit. Donc voilà à peu près la preview de c'est simplement la preview du projet une fois terminé. Donc on peut lancer d'ailleurs directement pour vérifier. Donc mon projet a été fait en Scala. Scala, pour faire rapidement appel, c'est un langage JVM pour ceux qui ne connaissent pas, donc un langage qu'on va dire dérivé de Java. Donc le programme se lance. C'est dommage, je l'avais compilé avant pour qu'il lance plus vite, mais visiblement le cache n'est pas En passé. Java, C'est pas grave. en Java, ça serait déjà lancé. C'est vrai que en Java c'est plus rapide à compiler pour le coup. Donc je, simplement pour le package, en fait, j'ai fait une approche déjà très fonctionnelle qu'on va voir juste après. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas d'objet qui va avoir des états modifiés. Donc là, j'ai fait l'exemple avec les gravités. Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple sans gravité. Donc voilà, là, ci à peu près le rendu. Donc, mon main ressemble à ça. Mon main peut paraître un peu compliqué à lire, mais en fait, il est assez simple. Donc, je vais d'abord mes premières variables où je génère en fait simplement une zone de jeu qui en fait qui peut aussi servir de dimension pour ma fenêtre. Je génère des balles avec des positions aléatoires, des tailles aléatoires et des couleurs aléatoires simplement. Et j'ajoute tout ça dans un objet Word. Alors objet plutôt une structure, une case class Word qui ressemble à ça. Donc simplement toutes mes entités, donc toutes mes balles et la zone sous forme d'une bounding box, donc d'une boîte de collision. La boucle de jeu, elle est simplement ici. Je crée mon canevas une première fois. Donc le canevas, c'est l'endroit qui va me servir à dessiner sur la fenêtre. Et ensuite, je vais simplement activer ma boucle de jeu. Boucle de jeu qui, en gros, j'attends 0,016 secondes, donc environ 1 sur 60, en fait. 1 sur 60 secondes, donc ça correspond à 60 FPS, finalement, le jeu. Je tick mon monde, c'est-à-dire que je vais le faire basculer à l'état suivant. Je le dessine du coup, sur ma fenêtre. Puis, je réappelle ma fonction derrière. Alors, ce n'est pas une fonction récursive. J'utilise un framework pour l'asynchrone. Disons plutôt que ça va être appelé après la fin de la fonction. Donc, pas de problème de récursion erreur ou de Stack Overflow. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une approche en fait très fonctionnelle dans l'âme. C'est-à-dire que j'ai mon monde immuable et j'ai des tailles places à côté. Alors, quel est l'intérêt d'un monde
ou d'un objet immuable dans un jeu, sachant que c'est dynamique, surtout un jeu comme ça. Les positions changent, etc. En fait, le principe, c'est que justement, j'ai cette petite fonction qui est rappelée à chaque fois, avec en fait à chaque fois le nouvel état du monde. Il ne faut pas voir ça comme des entités ou des objets que je vais modifier, mais comme des états. Ça a plusieurs intérêts, hein. Déjà, éviter des effets de bord inattendus, euh, ou encore simplement revenir à un état initial pour X ou Y raison. Si on veut par exemple débug quelque chose, il n'y a pas de problème là-dessus. Ou mettre en pause. Donc, mon monde va être simplement fait en deux parties, donc la case class que j'ai présentée tout à l'heure, et ensuite plusieurs petites type classes. Alors les type classes, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la programmation fonctionnelle, il s'agit en fait le concept est de séparer les données des comportements. Donc ici en fait je vais rajouter une fonction, si vous voulez, à côté un comportement externe. Donc avec les instances de métaclasses définies ici. Donc voici, euh, simplement le comportement de mon monde. Je vais passer rapidement là-dessus pour ensuite laisser la parole aux autres. Donc très simplement, je prends mes balles, je vérifie la collision entre mes différentes balles. Donc en fait j'en prends une et je vérifie avec toutes les autres. Et je continue. Et ensuite, je vérifie pour les quatre côtés des murs en fait. Et si il y a un mur, j'applique aussi la collision. Donc simplement, les murs, c'est des angles que je ne vais pas qualifier de droit parce que c'est pas 90 degrés, mais en fait, ça correspond généralement à un vecteur unitaire multiplié par une certaine longueur. Donc c'est simplement ce que je vais ici, hein. Ça va être le vecteur unitaire, x ou y, suivant l'angle du mur, s'il est horizontal ou vertical. Et dès que tout cela est fait, je tic. Donc je tic mes balles. C'est-à-dire que je vais appliquer les changements d'état qui correspondent finalement au mouvement. Donc regardons la collision des balles, parce que c'est peut-être la partie la plus intéressante finalement de ce projet. Donc moi ici, j'ai utilisé la formule du choc élastique. Donc le choc élastique, c'est la formule utilisée en physique pour déterminer simplement la collision de deux entités matérielles qui ne changent pas de masse au cours de la collision. Donc c'est le cas avec notre balle qui ne change pas, qui ne se désagrège pas, disons, quand elle se frappe. Donc je vais vous montrer rapidement du coup la formule. Alors, la formule, vous la retrouvez sur Wikipédia. Alors cette formule-là avec les vecteurs vient de la page Wikipédia anglaise. Elle n'est pas sur la page française, si vous la cherchez. Donc simplement, on peut distinguer quand même trois parties, même si je suis pas expert en mathématiques. On va avoir notre vélocité actuelle, moins un calcul qui va être fait. Donc, suivant la masse, suivant la différence d'angle et de vélocité, et suivant du coup une vélocité, et suivant l'angle de collision. On peut séparer ça du coup en 3-4 parties. Ici, en fait, j'utilise que la version du dessus et pas la deuxième version parce que grâce à mon système fonctionnel, quand je change un objet, en fait, je crée un nouvel état, j'impacte pas l'ancien. Et donc, je peux simplement utiliser une même formule pour toutes, sans que ça impacte la collision des autres objets, parce que ça a déjà été changé. Donc, c'est ce que je fais simplement, c'est simplement la formule qu'on voit juste à côté, qui va être appliquée, donc, réduisons-la un peu, qui va être appliquée ici, au niveau de la collision. Donc, une fois fait, il reste un dernier problème avant. Et ce problème, c'est le problème du, du glitch, si je puis dire, quand deux balles restent l'une dans l'autre. Comme l'a montré d'ailleurs une autre personne, si je me souviens bien, sur le défi discussion. Une personne qui avait un problème qu'on va pouvoir, comme ça, ce sera plus simple pour illustrer, voilà, ce genre de problème-là. Donc pour éviter, en fait, il faut s'assurer que les deux boules ne soient plus en collision, ne soient plus l'une sur l'autre après la collision. Donc pour ça, simplement, je vais calculer un petit mouvement ici, qui est le mouvement minimal à effectuer, en fait, que je vais directement calculer à partir de mon rebond, pour sortir la boule percutante de la boule percutée, simplement. Et ensuite, j'ajoute à ma position, pour simplement bouger ma boule.
Voilà, c'est à peu près ça pour la collision. Ensuite, ça reste un truc relativement banal, si je puis dire, pour le mouvement de la boule. Donc, on ajoute à la position la vélocité. Elle se déplace suivant sa vélocité, simplement. Je pense que tout le monde a dû faire un système plus ou moins similaire. Et euh, pour la gravité, je soustrais à ma vélocité un petit vecteur, simplement. Du coup, là, je vais avoir une gravité vers le bas de 0,5, entre autres. Si je l'enlevais, du coup, on aurait normalement une boule sans gravité. On peut essayer rapidement. Euh, pour ce qui est du rendering, j'ai pas trop détaillé parce que ce n'était pas le but du défi. Mais j'ai utilisé la librairie Doodle en Scala, pour ceux qui utilisent Scala et qui voudraient essayer. Livré plutôt sympa et qui a une approche justement fonctionnelle, comme ce que je recherchais. Donc voilà, là il n'y a plus de gravité, mes boules vont très bien. Si je rajoute très brièvement une gravité, on va dire sur le côté, par exemple une gravité vers le côté droit, simplement la gravité, mes boules iraient à droite. Et voilà, elles tombent vers la droite simplement. Voilà donc ce que je voulais plus ou moins vous présenter sur mon projet, sur l'approche. Donc tous les projets soumis par les références sont disponibles dans le GitHub de Nan sur le repo des challenges que vous pouvez retrouver dans le channel des défis. Donc maintenant, si quelqu'un veut présenter son projet, qu'il se démute et simplement qu'il en parle, donc No Comprendo par exemple, si tu veux présenter ton projet. Ouais, bah pourquoi pas. Si juste j'avais une question sur les type classes que tu as présenté là, pour les Oui. comportements. C'est imposé par une bibliothèque ou c'est toi qui as architecturé comme ça? Non, c'est moi qui ai architecturé comme ça parce que je voulais garder l'approche relativement pure et simplement je trouvais que dans ce cas-là, avoir l'état de mon monde de la manière la plus épurée possible d'un côté et les fonctions qui servent à changer d'état de l'autre était simplement plus propre sur ce que je voulais faire. Mais c'est pas imposé par la librairie. D'accord, donc en fait, si tu veux gérer d'autres types d'objets, tu peux les écrire et puis instancier la classe et normalement ça devrait marcher tout seul, C'est c'est ça? ça, si je veux rajouter un cube en fait, j'aurais juste à lui rajouter du coup un toImage donc, qui me sert pour le rendering. Un ticker, mais ça concrètement je pourrais recopier celui de la boule. Et pour les collisions, ben oui, une nouvelle instance de collider. Alors le given, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais disons que c'est une instance implicite euh, du coup d'une type class en l'occurrence. D'accord. Et Du coup, l'initialisation, ah pardon, t'as peut-être pas fini. attends, 2 secondes. J'arrive, fais un truc important. Oui, vas-y. Ouais, du coup, pour Initialisation. l'initialisation des boules, tu fais un truc random, tu vérifies qu'elles se chevauchent pas, par exemple? Alors avant, je verrais qu'elle se chevauchait pas parce que j'avais le problème de si elle se chevauchait, il se passait n'importe quoi. Comme montré là tout à l'heure sur la Ouais. vidéo de Mister. Celle-là. Là. Mais Hmm. simplement, une fois ce problème réglé, si elle se chevauchait, ça se voyait plus le tic suivant en fait. Donc il n'y a plus trop de problème là vis-à-vis là-dessus. Ah oui, comme t'as une correction dans ta boucle de mise à jour, là, bah, du coup, ça règle le problème tout seul, quoi. C'est ça. Donc finalement, ça c'est, regarde, ça, on voit ici, hein, voilà la position. Hmm. C'est simplement un random. Alors je dis n'importe quoi ici, c'est la vélocité. Le random position, elle est là. Mais ça reste la même chose, c'est juste que là, c'est avec un objet point au lieu d'un vecteur. Concrètement, c'est ça. D'accord. Si t'as d'autres questions ou d'autres personnes ont d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va passer, je pense, à ton projet de Comprendo. Ok, bah, je vais partager mon écran, alors, du coup. Ça doit être ça. Vas-y, je vais couper le mien et on va regarder celui de Comprendo. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Là, pour l'instant, il charge chez moi. Il prend son temps. Ouais, je viens de le lancer, là, c'est pour ça, peut-être. Je ne sais pas si c'est ta connexion qui a quelques soucis ou non. Ouais, je sais pas, c'est possible, parce que j'ai pas une super connexion non plus. Ok, impeccable. Bon. Si tu veux quoi, si t'as des choses que tu peux nous expliquer sans partage pour l'instant. Je crois que de toute Bah après, façon, ton code et la preview est disponible sur le repo, si je ne dis pas de bêtises. ouais, il y a tout le... Bah, attends, je vais essayer, c'est bizarre quand même. Ouais, si Je tu vais peux le essayer de démarrer. relancer le partage. Donc pour ceux qui veulent voir pour l'instant le truc de No Comprendo, le temps qu'il Ah charge. voilà. Ah, il charge. C'est Tant pour moi. c'est C'est bon là? parfait. C'est parfait.
Donc vas-y, je Ok. te laisse expliquer. Alors ok, ouais, donc le code il est sur le dépôt. J'ai pas trop préparé, hein, donc je relis un peu le truc. Donc j'ai pas fait la gravité. J'ai fait l'histoire des boules avec les murs. Alors par contre, ouais, j'ai essayé de faire une détection a priori des collisions. Donc c'est le lien que j'ai mis ici. Et ce site-là qui est pas mal. Et en gros, au lieu de faire un déplacement d'un pas de temps donné, d'ensuite détecter les collisions et éventuellement faire les rebonds qui vont bien, bah là en fait on peut trouver avec cette méthode avant d'avancer d'un pas de temps, trouver le temps où ça va collisionner. Et donc du coup, bah, il y a alors, c'est expliqué en détail, je ne vais pas trop détailler, hein, mais l'idée c'est qu'il y a une équation de second degré pour trouver ici si les boules sont proches et donc s'il va y avoir une collision. Et ça nous donne le t où on a l'impact de la collision. Non, pardon, ça donne... Oh, je me suis perdu dans le truc. Si c'est ça. Ça va donner l'instant où on a la collision. Et si on a une collision, bah après on a une autre, un petit système d'équations ici. Donc en gros c'est juste quoi? Voilà, c'est juste ça. Il y a juste ça à résoudre et ça donne les, les nouveaux vecteurs vitesse qu'il faudra mettre à jour. Donc en gros, c'est ça la formule. Bon, après, c'est pas très très intéressant. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je calcule pour chaque boule toutes les collisions enfin, je prends une première boule, je calcule toutes les collisions possibles avec les autres boules, etc. Et je regarde quelle est la collision qui arrive le plus vite. Et donc je suis sûr que s'il y a une collision, c'est d'abord celle-ci qui arrive. Et donc ensuite, je peux calculer le rebond et calculer le reste du pas de temps à simuler. Alors je peux peut-être montrer sur du code si je le retrouve. Voilà, donc c'est écrit là-dedans. Donc il y a une fonction pour animer la scène. Là c'est l'équation du second degré. Alors non, c'est pas où. C'est fait à côté. Donc je calcule ici les collisions. Et donc après, je regarde si où est-ce que c'est. Voilà, ici, je récupère la collision minimale. Ça me donne l'indice des deux boules et ça me donne des informations ici. Donc first hit, c'est un objet où j'ai à quel temps c'est arrivé et quels objets sont impliqués. Et donc une fois que ça c'est fait, je calcule le rebond si c'est nécessaire. Et après la fonction c'est une fonction récursive qui continue sur le reste du pas de temps. Et s'il n'y a pas de collision, ça implémente la collision, enfin ça calcule le déplacement du pas de temps dt ici. Donc ça c'est la fonction un peu principale qui anime la scène. Bon après il y a des fonctions pour déplacer un objet toujours comme tu disais aussi on a la position courante, on déplace d'un pas de temps selon la vitesse et puis on a la nouvelle position, donc ça c'est pareil. Donc ça c'est la fonction qui calcule les collisions entre tous les objets. Donc pareil c'est une liste en compréhension, c'est pas très important. Et la fonction pour tester les collisions c'est celle-là. J'ai pas parlé juste au niveau de la scène. Je considère que les objets, c'est soit des boules, soit des murs. Alors j'ai séparé mur gauche, droit, en haut, en bas pour simplifier les calculs. Mais en gros, voilà, j'ai tout mis dans un type algébrique. Et du coup, pour calculer les collisions, il y a juste à dire, bon voilà, on a un pas de temps donné. Est-ce qu'on a deux objets qui sont en collision sur ce pas de temps-là? Et on va retourner peut-être une intersection ou pas s'il y a une collision. Donc après, je vais tester les différents cas. Est-ce qu'il y a une première boule, une deuxième boule? Donc là, c'est l'équation, le petit algorithme que j'ai présenté dans le PDF là, sur le site de la personne. Et ensuite, on peut tester les autres cas. Donc si j'ai un mur à gauche et une balle, si j'ai un mur à droite et une balle, qu'est-ce que je fais? Donc pareil, c'est les équations, donc là, elles sont plus simples. Également, après, je peux tester les autres cas. Donc si par exemple j'ai une balle et un mur, du coup j'inverse comme ça, comme j'ai déjà codé dans l'autre sens, ça marche. Alors c'est un peu moche, c'est un peu tricky, mais bon, ça fonctionne. Et puis sinon, c'est qu'il y a des objets qui sont pas reconnus, donc je renvoie rien. Mais a priori, ça doit pas se dérouler. Donc voilà, ça c'est la partie un peu compliquée. Après, donc au niveau de la scène, les objets ils sont dans un type algébrique. La scène, c'est un ensemble d'objets. Et puis pour faire la scène, j'ai fait une petite fonction aléatoire ici. Donc on fait une balle où on tire un rayon aléatoire, une couleur aléatoire, une position aléatoire, une vitesse aléatoire, etc. La masse, c'est calculé en fonction du rayon, donc de la surface. Et après, j'ai une petite fonction pour détecter justement qu'il n'y ait pas de recouvrement et annuler en fait certaines boules si elles recouvrent d'autres boules. Donc voilà un peu l'idée. Et après, il reste juste le programme principal qui est ici. Et pour ça, j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle Gloss ici, qui est assez classique en Haskell. C'est un peu la même chose que la bibliothèque que tu présentais en Scala.
où en gros on passe, alors je vais peut-être montrer ici, donc par exemple ça c'est la fonction de dessin, et en fait à chaque fois on passe la scène, donc le monde qu'on veut modéliser, et puis on calcule une image à partir de ça, et si on veut mettre à jour, bah pareil, on a l'événement qu'on doit prendre en compte, la scène qu'on avait déjà, et ensuite la scène qu'on a qui a été modifiée en fonction de l'événement. Donc tout ce qu'on a à faire c'est lancer cette fonction de la bibliothèque Gloss et lui passer alors des paramètres comme les fenêtres, la couleur de fond, le FPS, et après on lui passe ici les fonctions de rappel qui vont être appelées. Donc pour dessiner à partir d'une scène on fait ça, pour mettre à jour selon un pas de temps on fait ça, pour mettre à jour sur les événements clavier ou les souris tout ça, bon, on fait ça. Et puis après le dessin c'est très simple, c'est juste des cercles ou des traits pour les murs. Et puis au final ça fait un truc comme ça. Voilà, et bon, bah, ça bouge, quoi. Si on appuie sur espace, normalement ça réinitialise la scène. Donc à chaque fois que j'appuie sur espace, paf, ça fait une nouvelle scène. D'accord. Alors moi, personnellement, j'ai quelques questions. Ouais, bah Alors, je bon, tu as t'écoute. mentionné plusieurs fois Haskell, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes ici qui ne peut-être pas forcément connaître Haskell, vu que c'est quand même un langage que je qualifierais d'atypique généralement, surtout quand on commence, on n'entend pas forcément parler. Je sais pas si tu Ah, veux très rapidement expliquer ce que c'est et pourquoi tu as utilisé ce langage pour le faire. ouais, alors Haskell, non c'est pas ça. C'est un langage fonctionnel qui est, alors ils disent fonctionnel pur, même si c'est pas rigoureusement le cas. C'est-à-dire que bah, c'est un langage fonctionnel, donc on peut manipuler des fonctions donc, qui prennent des entrées et qui retournent des sorties et qui font rien d'autre. Il n'y a pas d'effet de bord. Alors en simplifiant. Donc ça c'est une première particularité d'Haskell. La deuxième particularité c'est que ça fait de l'évaluation paresseuse. Alors ça on peut le voir bah, par exemple ici. L'évaluation paresseuse c'est vraiment des éléments sont évalués vraiment quand c'est nécessaire. Par exemple sur cette fonction ici, donc le let ça définit des variables locales, donc tout ça c'est des variables locales. Et le résultat d'une fonction en fait c'est l'expression finale. Donc ici c'est vraiment la notion d'expression qui est derrière. Donc en fait ici la fonction animer la scène, ça prend des paramètres ici. Ça c'est sa signature et ça c'est la définition de la scène. Et selon ces paramètres-là, on va faire le corps ici, et le corps c'est vraiment une expression. Donc par exemple, dans le cas où dt n'est pas négatif, donc il reste du temps à simuler, et ben, l'expression finale c'est ça. Et donc en fait on peut voir que bah, selon des éléments qu'on a définis, qu'on a calculés et définis au-dessus, et ben on va faire soit ce cas-là, soit ce cas-là. C'est ça qu'on va retourner, c'est ça le résultat de l'expression. Donc ça c'est vraiment la base du fonctionnel. Et la partie évaluation paresseuse de Haskell, et ben, ça permet de faire des choses comme ça. Ici j'ai défini tous les symboles, sachant que en fait quand je suis dans le cas où je vais retourner ça par exemple, j'avais pas d'intersection, et ben, tous les calculs que j'ai fait ici ils sont pas valides en fait parce que je considère qu'il y a une intersection qui a été calculée, etc. Donc en fait que le hit ici il est pas nul, et donc les calculs sont pas valides. Mais comme c'est vraiment l'expression finale qui va déterminer de quoi on a besoin et donc qu'est-ce qu'il faut vraiment évaluer, et ben ça pose pas de problème. On peut vraiment définir tout ça, et c'est seulement quand il va évaluer vraiment ce truc-là qu'il va dire ah bah j'ai besoin de ça, et il calcule les éléments nécessaires. Et comme on a fait le test ici, et ben on peut assurer que les calculs seront seulement les calculs valides seront réalisés. Donc voilà, langage fonctionnel pur, l'évaluation paresseuse, et la troisième particularité, grande particularité, c'est l'histoire des classes de type. Donc les classes de type et type algébrique. Donc le système de type de Haskell, il y a des classes de type. Donc en gros c'est ça, on dit c'est comme une, alors c'est un peu, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme une enum et un struct en même temps en fait. Si on compare ça avec du C. Donc en gros on dit il y a un type objet qui peut avoir la valeur ball ici avec des paramètres particuliers, donc je donne des noms et leur type, et je peux donner d'autres énumérations en fait. Un objet ça peut aussi être un mur à gauche, droit, etc. Donc ça, et il y a aussi un système de classes de type, un peu comme en Scala je pense, alors, même si je connais pas bien Scala, je pense Ouais, que c'est la même Detail idée. Class. C'est la même idée, je Ouais, pense. d'accord, ou je crois que c'est les traits en Rust, je crois que c'est un peu la même idée aussi. Mais là, j'ai pas eu besoin d'utiliser ça parce que le programme est vraiment très très simple. Bon, après, c'est de la conception, mais voilà. Est-ce que ça correspond Est-ce que j'oublie des trucs? Je sais pas. Non, non. Là, vraiment, je pense à une description même très complète. Donc, en Haskell, Ouais. toutes les variables sont lazy, sont paresseuses par défaut. Alors, ouais, tout est paresseux par défaut. Alors après, donc justement, il y a quand même des choses qu'on peut spécifier, des éléments euh, qu'on va évaluer strictement. Par exemple, ici, ball, donc mon objet, mon type objet, il peut avoir la valeur ball, et il y a des champs ici dedans. Ce qui veut dire que si je crée une balle,
et ben les champs vont pas être calculés, sauf si j'en ai vraiment besoin. Et souvent, ça c'est pas très performant. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que quand même sur les champs ici, on demande de les évaluer strictement. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. On peut indiquer chaque champ, enfin les champs qu'on veut évaluer strictement. Ou sinon, il y a une petite extension aussi, c'est ce que j'ai rajouté ici, qui permet de le faire automatiquement pour tous les champs. Donc ça veut dire que quand je crée un ball, il va calculer complètement la balle. Donc la balle peut être évaluée euh, paresseusement, mais si on évalue une balle, bah, de façon stricte, tous ces champs vont aussi être évalués. Et il y a D'accord. aussi peut-être il y a peut-être un truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est sur l'histoire de les fonctions pures. En fait, comme on n'est jamais pur tout le temps, parce qu'on a quand même besoin de faire des entrées-sorties, par exemple pour le main, on doit faire des affichages, et ben ça apparaît dans la signature de fonction. Donc en fait, c'est le IO ici. Une fonction, elle serait pure si ça renvoyait juste une scène. Alors, elle est quand même pure, mais c'est juste que comme il y a IO qui apparaît devant, ça veut dire que la fonction va renvoyer une scène modifiée, mais en plus, elle peut faire des entrées-sorties. Voilà, Ok. donc ça apparaît directement dans la signature de fonction. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Concernant plus le projet cette fois, donc Ouais. comme Haskell elle est très dans le sens fonctionnel, là l'approche, j'imagine, sur ton jet était aussi fonctionnelle. Par exemple, est-ce que c'est aussi pareil par exemple que sur le projet qu'on a vu avant? Est-ce que tes entités, donc tes objects, Alors, euh, s- changent? Est-ce qu'il s'agit de la même instance à chaque fois ou est-ce que justement c'est un état et tu passes à une nouvelle instance au tick suivant? alors, je pense qu'il va reconstruire. C'est ça ta question? Est-ce qu'il reconstruit les données en mémoire? Peut-être. Est-ce que, sans parler de l'optimisation faite derrière, est-ce que à chaque fois c'est une nouvelle instance de ton object, par exemple une boule, quand je la tic, est-ce que c'est la même boule avec les valeurs modifiées ou est-ce que c'est une nouvelle instance de boule, de ball? Alors, a priori, je pense que c'est vraiment une copie en mémoire. Après, il y a peut-être des optimisations, mais ça, je sais On pas, va je suis sûrement pas sûr. parler en interne. Ok, donc Ouais. aussi une approche plus ou moins semblable à celle qu'on a vue avant. Ouais. Autre truc, le fait de précalculer au niveau du temps là, par rapport au pas de temps comme tu nous as montré tout à l'heure, est-ce que ça Oui. avait un intérêt en soi? Pourquoi est-ce que tu l'as utilisé, cette approche? Alors parce que ouais, bon, je sais pas d'image très pertinente, mais parce que justement, ça évite quand t'as beaucoup de boules. Je peux peut-être relancer ou je sais pas quoi. Quand t'as beaucoup de boules en fait, et ben si tu calcules un rebond pendant un pas de temps, bah, peut-être que tu vas redécaler en fonction du rebond, mais que ça va collisionner une autre boule. Donc en fait, quand tu commences à avoir beaucoup de boules ou des mouvements très rapides, et ben ça devient de moins en moins robuste la méthode. Enfin, je sais pas si tu as remarqué des problèmes sur ton programme ou ce genre de choses, mais si tu as des grosses, Si, enfin, je l'ai pas testé avec beaucoup trop de boules, mais je vois comment ça pourrait réagir. Donc, je vois voilà, l'intérêt, effectivement. voilà. Si ça va vraiment vite et qu'il y a beaucoup de boules, bah, tu peux avoir quand même des boules qui vont se pénétrer et du coup ça fonctionnera pas. Bonjour Après c'est souvent Alexis, ce que je bienvenue. faisais aussi, hein, mais justement comme là c'était l'occasion de tester cette méthode-là que je connaissais pas trop. Par contre c'est plus compliqué parce que voilà il y a des petits systèmes à résoudre. Pour des boules et des murs ça va bien, mais si c'était des objets plus compliqués, bah les formules sont plus compliquées quoi. Simplement. C'est pour ça d'ailleurs que le projet, on parlait de boules, parce que les collisions avec les boules, sans rentrer dans des trucs extrêmement complexes, sont relativement simples à détecter. Ouais, surtout sinon après tu peux avoir des rotations, ce genre de choses. Dès que tu sors de la boule, C'est ça ça. commence à être compliqué. Ouais. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la boule, simplement, parce qu'il y avait des moyens très simples de vérifier les collisions. Donc, notamment, simplement vérifier la distance. En tout cas, c'était la méthode que j'attendais. S'il y en a qui en ont utilisé d'autres qui marchent très bien, tant mieux, hein, simplement. Je sais qu'il y en a Ouais. d'autres qui l'ont utilisé au cours de leur projet. Ouais, bah c'est classique et ça marche pas mal quand il n'y a pas trop de scènes compliquées, c'est une bonne méthode. Ok. Donc voilà, moi personnellement, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si Florent ou Taylor Swift ont d'autres questions. Sinon, non, très bien. Non, c'est à peu près clair pour moi. D'accord. Alors, Ok. je crois que c'est le dernier projet que nous avons présenté aujourd'hui. Il n'y en a pas eu énormément sur ce défi-là. Donc, sauf erreur de ma part, arrêtez-moi sinon. Nous avons fait le tour, en tout cas pour aujourd'hui, parmi les personnes présentes. Au pire, à Donc, la fin, je pourrais présenter vite fait ce que j'avais fait. bah, tu peux, si jamais c'est déjà prêt ou si jamais il y a déjà une partie que tu peux montrer, tu peux le faire maintenant, Florent. Oh bah, ça peut être très rapide, hein. Il Bah, n'y a pas vas-y. énormément de choses. Là, je coupe mon live du coup. Alors. Oui, tu peux couper ton live. Bah, vas-y, Euh, Florent, n'hésite hop. pas à nous faire un partage du coup et à nous montrer.
Tac, tac, c'est le screen 1. Ça devrait largement suffire. Hop, zoup. Donc, alors, hop. Du coup, moi, j'ai pas du tout été jusqu'au bout du challenge. J'ai juste fait la partie rebond sur les murs. Parce que D'accord. j'ai pas énormément de temps sur la méthode de calcul. Pour ma défense, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de maths. T'inquiète pas, puis de toute façon, comme je le disais tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, l'école reprend pour certains, ou le travail reprend aussi, donc forcément ça fait moins de temps pour se consacrer à ce genre de choses. Bah, c'est ça. Sachant qu'en plus, j'ai eu merveilleuse idée, c'est de partir sur la librairie graphique qui s'appelle LWJGL, qui est en fait un binding de différentes librairies. Euh, et je suis parti sur OpenGL sans connaître OpenGL. Donc j'ai paumé environ une journée à pouvoir commencer, on va dire. Sachant qu'OpenGL et LWJGL, c'est relativement très bas niveau. C'est vraiment les C'est ça, fonctionnalités de base, donc c'est ça. Et en plus, je le maîtrisais pas du tout, donc ça a été assez cool. LWJGL, pour ceux qui se demandent, du coup, c'est du Java. C'est Ah ça. oui, je me demandais justement, ok. Oui, c'est tout le programme a été fait en Java. Et du coup, Euh, ça apporte quoi cette bibliothèque? C'est des primitives de dessin, tout ça, ou il y a quand même une Euh, architecture à de... l'origine, c'est simplement des bindings. Enfin, si tu veux c'est- expliquer, Florent, vas-y. Ça reste toujours du binding pur et dur de OpenGL. Donc en gros, tu as accès à plus ou moins toutes les versions d'OpenGL en binding. Et bah, je peux montrer vite fait ce que ça donne, hein, de toute façon. Hop. Ouais. Ça donne par exemple juste pour pouvoir faire un triangle. C'est tu vas définir chaque point. Tu vas lui dire alors il y a des meilleures façons de faire. C'est une vieille approche que j'ai fait, que j'ai utilisée, mais qui fonctionne. Un Ah oui, ça c'est puriste de dirait que l'OpenGL 1 ou 2, ça, je crois. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être ouais, c'est du 1. Donc c'est Ok. très très vieux la façon dont je l'ai fait parce que je connaissais pas OpenGL. Si je devais faire ça, je referais tout, mais voilà. Donc sur cette librairie-là, j'ai surtout essayé d'avoir une approche à composant pour en fait au final avoir un programme qui est très simple à utiliser. Tac. Que en gros, le programme c'est va juste avoir un main qui va définir. Bah, il faut lancer un programme, il faut lancer une fenêtre, il faut lancer une scène. Et après en fait la scène n'a que deux méthodes, une d'initialisation et une de mise à jour. Donc c'est extrêmement basique. Et pour ajouter un composant, enfin un dessin, si on dit, par exemple, là, pourquoi j'ai fait des points? Ah oui, si, c'était pour des tests. Par exemple, pour ajouter un cercle, tac, c'est juste de créer un composant cercle, je l'ajoute à ma vue, et il sera automatiquement mis à jour. Donc voilà, c'est très très simple, et ça permet de faire des petits dessins assez rapides, sans avoir à se prendre la tête avec des librairies graphiques qui sont quand même beaucoup plus compliquées que juste afficher des petites boules, tout D'accord. bêtement. C'est vrai que ton programme a l'air quand même d'être malgré tout relativement léger quand je regarde l'arborescence. Ah bah c'est ça, c'est j'ai juste une scène et mon main. Pour ce qui est de ta vue, c'est quelque chose de propre à LWJGL ou c'est toi qui l'as créé? C'est moi qui ai tout créé. D'accord. Hop, en gros, hop, une scène, c'est juste une classe abstraite hein, qui va avoir une liste de shapes, donc d'objets graphiques, une méthode update, une méthode init, et après en fait c'est elle qui va gérer le rendu des différentes shapes, Ok. donc des différents objets. Donc, c'est très très simple. C'est pas du tout complet. Il n'y a pas de gestion de FPS ou quoi que ce soit. C'est un truc que j'ai chié en une journée. Donc, C'est plutôt bien voilà. pour une journée, très franchement. Oui, bah oui, non, bah, je suis assez content. Après, ça Et fait. Oui, pour les collisions, pardon, tu les gères avec le mur, c'est ça? c'est ça. Non. Donc pour l'instant, je gère ça qu'avec le mur de façon trigonométrique. Mais du coup, comment c'est organisé dans ton architecture de code? Et par exemple, si tu gères après les collisions entre boules, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à changer ou pas? Alors, en théorie, le code est déjà plus ou moins prêt pour pouvoir rajouter les. Si je, enfin, il y aurait un peu de refactoring à faire, mais
Il n'y aurait pas énormément de choses à rajouter. Donc il y aurait juste les Ouais. calculs plus ou moins rajoutés ici. Donc en fait, c'est dans Euh, ton update, tu détectes s'il y a des collisions et c'est tu ça. regardes. Mais du coup, comment tu distingues toutes tes shapes sont des boules, c'est ça? Et les murs, Voilà. c'est géré à part ou tu mets tout dans shape? Alors, en fait, dans Shape, il va vraiment avoir que les. Je vais avoir deux objets en fait distincts. Un objet boule qui va correspondre vraiment à l'objet métier d'une boule, donc il va pas avoir la connaissance du rendu, et un objet shape qui va lui vraiment être là pour le rendu. Il a, il a aucune autre fonction, il porte aucun attribut métier, on va dire. D'accord, Donc mais donc tu sais que toutes tes shapes, faudra faire l'équation de collision, si je peux dire ça, entre des boules. C'est que des boules qui vont se collisionner, c'est ça? c'est ça, voilà. D'accord. L'objet shape, enfin boule, c'est très simple, hein. Ça a une position, une vitesse et une direction. Alors, c'est une très mauvaise approche parce que le problème, c'est que je suis parti sur une direction en degrés et Ah oui. en degrés Celsius et tous les calculs se basent sur des radians. Donc voilà. Ça a été Ah, et puis marrant. même, je pense qu'avec des vecteurs et des produits scalaires, tu te fais moins chier en fait. Bah c'est ça. Hmm. Après, je suis parti là-dessus parce que juste le déplacement d'une boule est au final assez simple. C'est juste une petite équation assez simple de trigonométrie. Qu'on voit généralement, d'ailleurs, maintenant, en tout cas dans les programmes actuels, en seconde. Ah C'est oui. ça. Donc ça reste accessible. Alors, Après, quand tu as des vecteurs, c'est pratique aussi, hein. Tu peux faire tes opérations sur après, les vecteurs et ça marche tout seul, quoi. non, mais c'est quand je suis arrivé à la gestion des collisions avec les boules où je me suis dit que des vecteurs, ça aurait été 1000 fois plus simple. Ouais, ouais, bah c'est toujours pareil. Ça, c'est quand t'as jamais trop, enfin quand t'as pas trop l'habitude, Bah, c'est pas c'est ça. facile à voir. Ouais. Surtout, j'ai eu, en fait, j'ai plus eu une approche, on va dire, de recherche quand j'ai bossé plutôt que aller regarder des algos qui existent déjà pour faire ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai pris la formule directe, je me suis pas fait chier, mais c'est vrai que c'est Bah, rigolo de c'est ça. chercher et tout. Oui, Bah, c'est ça Alors, donne déjà un résultat sympa, hein. bah, c'est ça. Donc, le calcul de position, en fait, je calcule une position temporaire pour une boule. Et, euh, et ensuite, pour cette position temporaire, en fait, je vais juste vérifier si, en fait, est-ce qu'elle va dépasser d'un mur. Si oui, je vais juste inverser la direction. Donc, tac. Donc, ça paraît être des valeurs un peu mis au pif, mais en gros, c'est très très simple. c'est les Tac. différents angles droits. C'est ça. Enfin, c'est plus que les angles droits, c'est paf. Si je prends un cercle, hop, qui est très droit, en gros, hop, 0, 90, hop, Donc on rappelle toujours 180. en degrés, hein, pas en radians. C'est ça. Ça, c'est 270. Et du coup, en réalité, il y a le 360 ici. Hop. Basiquement, en gros, je suis parti du principe que on peut décomposer encore en 8 le cercle trigonométrique. Je sais que tous les impacts qui vont arriver ici, donc c'est-à-dire dans le sens hop, du centre vers le mur, vont se retrouver à être projetés. Alors, je réfléchis en même temps. Tac. Ne t'inquiète pas, Vont prends être ton temps. projetés dans le cercle trigonométrique, enfin dans la partie euh, opposée. Donc en gros, le calcul que je fais à chaque fois, c'est tac. Il n'y a pas une couleur que j'ai pas utilisée de préférence. Tac. Quelle est la distance par rapport au début de la partie? Tac. Et du coup, je vais juste soustraire cette partie-là à au deuxième quart, en faisant un plus 180 moins la distance. Et du coup, ça redécale la boule et elle pénètre pas dans le mur, c'est ça? C'est ça. Ok. En fait, elle atteint jamais réellement le mur. C'est dès qu'elle doit atteindre le mur, je vais la faire dévier. Ouais, quoique, D'accord. non, j'ai peut-être corrigé ça. Tac, tac. Ouais, non, du coup, ouais, je laisse la boule se déplacer dans le mur, mais vu que le mur n'est pas affiché,
ça m'aide Oui. bien. C'est juste pour le calcul et après tu remets à jour la position, c'est ça? Non, en fait, je la laisse aller dans le mur. C'est juste que je change la direction. Sauf que vu que les murs sont invisibles, on voit jamais Ah qu'elle d'accord, dépasse ok. le mur. Astuce. Ah bah si ça marche, ça marche, hein. Bah, c'est ça. Mm. De toute C'est façon, on ne demandait pas d'être vraiment poil là-dessus bah, c'est pour ça. ce projet. Et Ce qui était intéressant, c'était l'approche mathématique surtout. c'est ça. Et je crois qu'en plus, j'ai dû faire un décalage, donc ça se voit encore moins. Mais voilà, c'est après, enfin, c'est des conditions assez basiques pour détecter un mur. Alors, Voilà, voilà. Le code est dégueulasse, mais il n'y a pas de commentaire. Pas J'y bien connais dit. rien en Java, donc je pourrais pas te dire si moi, c'est bien ou pas. petit commentaire que j'aimerais mettre, alors Oui, qui est pas par rapport à ton projet spécifiquement, mais en fait par rapport par rapport aux deux autres projets. Simplement ici, tu as une autre approche, une approche différente des deux projets précédents, puisque là, en Java d'ailleurs, on a souvent une approche très orientée objet, euh, contrairement à Scala ou Haskell pour les deux projets précédents. Et donc ici, là, si je ne dis pas de bêtises, ta boule, c'est une instance qui va avoir des variables muables qu'on va changer. C'est ça? c'est ça. C'est ça. Et en fait, même les shapes, au final, je ne recrée jamais les shapes. C'est juste une shape qui a une position différente à chaque fois. Donc, D'accord. c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais au passage d'objets métiers et d'objets techniques. Métier, ça va vraiment être ma boule. C'est une représentation du métier que je veux exercer. Et la shape, c'est juste la représentation technique pour l'affichage. D'accord. Et c'est c'est une des erreurs que je vois souvent en orienté objet, donc c'est pour ça que je le précise. Ouais, Mais bon, c'est pareil, les données réelles de leur représentation, c'est un problème classique, effectivement. ouais, c'est Enfin, ça. après, si tu changes de librairie graphique, par exemple, toi, t'as pas grand-chose, t'as juste une partie du code à changer, les collisions, tout ça, ça reste pareil. Simplement, Bah, tu c'est ça. changes ton shape ou ta façon de draw le shape. Donc, Bah, c'est ça en fait. Je modifie juste mon wrapper pour qu'il reste sur la même API. C'est l'avantage. Tiens, je voulais fait tester c'est un truc. Qu'est-ce que l'avantage ça qu'on donne? attribue généralement à l'abstraction en orienté objet. Hmm. Bah, Donc, c'est ça. oui. Bon, je vais rappeler Et, brièvement pour Java, sauf si tu veux rappeler les caractéristiques de Java. bah, c'est un langage très fortement orienté objet. euh, qui est basé justement sur l'abstraction et sur les objets. Basiquement, je pense que tout le monde a déjà fait de l'orienté objet, donc je vais rien vous apprendre. Avec des classes et des instances de classe, Mm. quand même. C'est C'est ça. ça, oui. Donc, je voulais fait quoi si j'en balance Donc deux? ici, oui, je le rappelle du coup à nouveau, nous avons une instance qui va avoir ces données qui changent, mais pas elle-même Mm. directement. C'est ça. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant à voir dans ce genre de projet ou simplement dans les défis en général que nous proposons sur le serveur. Oui. C'est le fait que plusieurs chemins interrompt simplement, plusieurs façons très différentes, approche fonctionnelle, approche très orientée objet, amènent finalement à résoudre le même problème. Simplement Bah, avec une philosophie, un paradigme différent. c'est ça. Donc c'est ce que je trouve personnellement très intéressant. Tiens, il y a un petit Ça, on a bug. 3 langages différents, donc ça donne des approches un petit peu différentes, c'est C'est ça. intéressant à voir, quand même. Trois langages en plus qui justement ne sont pas juste différents au niveau de la syntaxe, mais qui ont vraiment des approches différentes pour le coup. Mm. Euh, Je connais pas trop Scala, mais c'est pas mal fonctionnel, immutabilité, tout ça aussi, non? Ce cas-là, il y a globalement des écoles, mais c'est un hybride orienté objet fonctionnel. Donc, suivant le cas, tu vas prendre une approche différente. Ici, j'ai pris une approche très fonctionnelle, du coup, hein, qui ressemble pas mal à la tienne. D'accord. Ouais. Donc, je pense que nous avons fait le tour, du coup, pour ces projets. Ouais. Sauf si Yes. d'autres Yamashi est personnes parti. ont encore des questions. Sinon, je pense que nous sommes bons. Nous avons fait le tour. Donc, C'est ça. je vous remercie du coup d'être venu pour cette petite correction du défi et pour avoir présenté chacun vos projets. Bah, merci à toi, c'était intéressant comme projet, donc c'est cool. Merci. C'était rageant comme projet. Merci à toi. Oui, j'ai vite remarqué et on m'a vite fait savoir que malgré le fait que finalement c'était pas si compliqué, ça pouvait faire peur au début. Parce Bah, qu'on se dit comment faire les rebonds, etc. Alors qu'en fait, si on a un niveau
fin de seconde générale, je veux dire, ou première spécialité mathématique, donc je me base sur les nouveaux programmes, on peut finalement réussir à se débrouiller et à faire quelque chose. Ouais, non, bah, pour être honnête, j'aurais 8 ans de moins, j'aurais pas autant galéré. C'est possible. Après, c'est marrant, j'ai l'impression qu'au premier week-end, il y a pas mal de gens qui sont un peu, qui ont Ah, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de propositions au final, en fait. Enfin, d'accord. je sais Bah, pas si c'est une impression que j'ai eue, vous avez pas eu cette impression-là? C'est alors vrai je que j'ai pense, l'impression qu'il y avait quelques personnes, mais je pense que l'école a repris entre-temps. Je vois que Ouais, Elanis, dans le défi discussion, a commencé. ouais. après, je pense qu'il y en a Euh, beaucoup comme Lazare et moi qui ont plus ou moins abandonné en plein milieu. Ouais, je sais que Lazare était parti sur une approche beaucoup plus pointue pour les collisions des boules, notamment le fait que elles collisionnent même quand d'un tic à l'autre, finalement, elles se transpercent complètement. Et Mm. donc, ça lui a causé pas mal de problèmes. Mais concrètement, même si cette approche est peut-être plus gourmande en perf, plus compliquée, elle est plus exacte que celle que je pense nous avons tous les trois utilisée, donc celle de la distance simplement. C'est ça. Donc, si jamais un jour il termine, ce sera toujours intéressant de présenter son approche. Bon, bah, je vous remercie d'être venu du coup. Et du coup, je pense qu'on va simplement nous arrêter ici. Donc, je vous Ça dis au marche, revoir. merci bien, bonne soirée à Parfait. tous. Merci. Allez, des bisous. Au revoir. Salut.